Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra BTC, Ether, les altcoins, on verra certaines clôtures monthly, surtout sur le Bitcoin, on parlera bien sûr de son niveau des 100 000 $ et on terminera par une analyse des altcoins qu'on va demander tout simplement d'analyser. Alors, je commence par le BTC, on a une clôture monthly qui est extrêmement bullish, voilà, avec la plus haute clôture monthly de son histoire. On n'a pas clôturé au-dessus des 100 000 $, mais selon moi ça ne serait tardé. Donc là-dessus, que ça soit sur BTC, Ether et la majorité des altcoins, on a des clôtures monthly qui sont extrêmement bullish. Maintenant, il y en a beaucoup qui se posent la question pour quand vont être les 100 000 $. C'est un niveau qui est assez important psychologiquement parlant, c'est un chiffre rond. En général, les chiffres ronds, ça reste des gros murs qui sont compliqués à franchir. On peut le voir par exemple ici sur Trading Light, on peut voir tous les ordres de vente qui sont en attente d'être exécutés, que ce soit sur Binance, que ce soit sur Coinbase, je peux aller également sur d'autres exchanges, mais on voit qu'il y a un mur de vente. Donc automatiquement, quand vous avez comme ça un mur de vente, pour passer ce genre de niveau avec énormément de BTC qui sont en attente d'être exécutés, faut en face qu'il y ait une contrepartie. Et pour transpercer ce mur, faut qu'il y ait une forte demande, une bonne pression acheteuse, et tout simplement qu'on exécute toute cette offre qui est prêt à tout simplement être exécutée. Donc c'est compliqué de vraiment prédire quand est-ce qu'on pourrait avoir un break des 100 000 $. En tout cas, pour le moment, on est, selon moi, plus proche de le break que prévu. Après cette baisse déjà qu'on a eue, on a liquidé pas mal de personnes. Et quand je regarde comme ça la baisse de l'open interest qu'on a, la baisse du funding, on voit qu'on a sorti quand même pas mal de personnes. On n'a pas spécialement de FOMO. Au niveau des spreads, on a toujours des spreads positifs, mais ça on l'avait vu que pendant des phases de bull market comme ça, on peut garder de longues phases de spreads positifs. Et eux, par contre, quand on a des spreads négatifs, ça nous permet d'identifier qu'on a des potentiels bottom. Donc j'ai envie de dire que est-ce que c'est possible de break les 100 000 $ avant la fin d'année 2024, avant le début d'année 2025. Donc ça veut dire il nous reste un mois, c'est tout à fait possible et ça me surprendrait pas, ça peut aller assez rapidement dans le sens où on est qu'à 3%. Maintenant la question c'est est-ce qu'on aura assez de demandes si on s'approche des 100 000 $. Sachant que il y a quelque chose qu'il faut évoquer, c'est qu'on voit que ces dernières semaines, il y a une rotation des capitaux de BTC vers les altcoins. Et ça, on peut le noter avec ici une Bitcoin dominance qui a potentiellement trouvé un top de marché sur les 60%. On voit que il y a une plus faible demande sur le BTC. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si on a un break des 100 000 $, c'est selon moi pour aller chercher rapidement 110, 115, voire 120 000 $. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir des altcoins qui ne suivent pas aussi rapidement. Ça veut pas dire qu'ils vont baisser, mais ça veut tout simplement dire que si le BTC enregistre en une journée un plus 10%, plus 15%, on aura besoin de la liquidité qu'on peut retrouver sur les altcoins et on pourrait avoir une hausse selon moi de la Bitcoin dominance. C'est assez rare qu'on a tout qui pump au même niveau, c'est-à-dire un BTC qui break de gros niveaux et les altcoins également qui performent de leur côté. Souvent, et on l'a vu, on a BTC qui pump en premier et ensuite les altcoins qui suivent. Et ça, on peut vraiment l'identifier ici. Si je compare BTC avec la charte de Total 3 qui permet de mesurer l'ensemble de la capitalisation des altcoins, et on voit que au moment où BTC pump, oui, on a les altcoins qui suivent. On voit bien sur cette jambe haussière, sur cette seconde jambe haussière, mais quand on a un BTC qui est ici en range, qui ne fait pas de nouveaux sommets, et qu'est-ce qu'on constate? On a ici les altcoins qui font des nouveaux sommets, avec Total 3 qui enregistre un plus haut. Et pour avoir ici des altcoins qui se décorrèlent du BTC, en général, on a besoin d'une rotation des capitaux de BTC vers les altcoins. Donc on pourrait être dans le cas contraire, si on break les 100 000 $, avec un BTC qui performe bien et des altcoins qui suivent, mais qui ne suivent pas aussi rapidement. Maintenant, on l'avait évoqué ça, que tant qu'on consolide sous son niveau des 100 000 $ sur le BTC, c'est plutôt favorable pour les altcoins, pour avoir une mini altcoin season, voire une altcoin season si on passe plus de temps à ce niveau-là. Moi personnellement de mon côté, qu'on break les 100 000 $ ou pas, ça me change pas grand-chose dans le sens où j'ai une exposition sur le BTC, mais j'ai également plus une exposition sur les altcoins. Actuellement BTC dans mon portefeuille, je suis à 15-17% à peu près de BTC comparé à du 35% Ether. Et après voilà, j'ai du Tao, j'ai du Atom, j'ai du Solana, etc. Donc des cryptos qui, si on a une altcoin season, performons bien. Donc dans tous les cas, ce que je veux, c'est vraiment rester au-dessus des 92 000 $, parce que si on commence à passer en dessous de ce niveau-là, on pourrait avoir un affaiblissement de cette dynamique qui est haussière, avec potentiellement une structure de retournement qui n'inverserait pas et qui mettrait pas spécialement fin à ce bull market, mais on aurait quand même des premiers signaux qui nous diraient ok, c'est potentiellement pour corriger et retourner chercher des niveaux plus bas, comme les 85 000 $, voire les 78 000 $. Donc j'ai envie de dire BTC, tant qu'il range,
tant qu'il range entre ces deux bornes qu'on a vu, il y a pas de souci. Et si on break les 100 000 $, bah, la meilleure chose à faire, c'est de continuer le mouvement. Maintenant, comme je dis, moi, je ne compte pas me positionner sur le BTC, parce que il y a les positions long terme et les positions court terme. Au niveau des positions long terme, je suis positionné depuis un long moment sur le BTC, hein. Toute cette zone là j'avais renforcé ici, voilà, même ici j'étais rentré sur plusieurs fois. Maintenant je laisse courir et je prends mes profits sur la montée, et j'aurai peut-être une zone d'achat dans un an, dans 6 mois, ça va dépendre de comment le marché va évoluer, peut-être dans 2 ans, même si on a un cycle assez long et qu'on pose un top par exemple à 150 000 $, qu'on a un top de marché, une correction et qu'on retourne en bear market. Et voilà, ça sera des zones où je pourrais me positionner. Si on a un moins 60%, on retourne comme ça de très bonnes zones de localisation. Ce qui n'est pas le cas actuellement, et je vous le répète beaucoup, et surtout pour les débutants, ne cherchez pas des charts qui sont verticales, c'est-à-dire des charts comme ça en weekly, qui sont sur ATH. Je pense à BTC, c'est trop tard pour se positionner sur du long terme. XRP, c'est pas des bonnes zones ici pour se positionner. XLM, c'est pas des bonnes zones également pour se positionner. Concentrez-vous sur des altcoins qui même algo, ça commence à être un peu tard, des altcoins qui sont toujours dans des phases de latéralisation, qui n'ont pas encore break. Ici, moi, c'est des charts comme ça, c'est pas un investissement professionnel de se positionner à ce niveau-là. Donc ouais, ça me surprendrait pas de break les 100 000 $, mais dans tous les cas, le but c'est d'avoir différents scénarios et s'adapter. Si l'entièreté de votre vie dépend de si on va break le niveau des 100 000 $ ce mois-ci, c'est qu'il y a un problème dans la gestion de votre risque et dans l'approche que vous avez sur les cryptos de manière générale. Donc pour le moment, sur le long terme, on laisse courir les gains parce que ça dépend après de sur quoi vous êtes positionné, mais il y a des cryptos qui atteignent de très bonnes targets sur du long terme, il y en a d'autres, on est toujours en train de construire des bottoms, il y en a ils sont en phase de pump, donc ça va dépendre sur quoi vous vous êtes positionné, et sur du court moyen terme, on peut toujours chercher à être actif et à se positionner lorsqu'on est sur des niveaux de support. Donc voilà, ça c'est mon avis un peu sur BTC, comment je vois la chose ces prochains mois. Dans tous les cas, on l'avait vu ensemble que si le bull market continuait, et il est parti en tout cas pour continuer, d'un point de vue temporalité, si on part du principe que les cycles se répètent, le top de marché devrait se passer vers octobre-novembre 2025. Maintenant, je ne cherche pas à anticiper d'un point de vue temporalité absolument ce top de marché. Alors pourquoi octobre-novembre 2025 ? Parce que les derniers cycles, entre le bottom, le point le plus bas, et le top de marché, il y a une période de 35 mois. Donc 35 mois ici, 35 mois pile poil, hein, on est vraiment au mois près à ce niveau-là, donc ça nous donnerait ici 35 mois pour octobre 2025, et entre l'halving et l'ATH, ici on a eu 17 mois, ici 17 mois, et ici on a eu 12 mois. Donc si on part, on a une fenêtre vers 15-17 mois à peu près, on serait pareil sur la période septembre, octobre, novembre 2025. Donc je ne sais pas par contre où on serait sur ce niveau-là, mais ça en fait, faut avoir une corrélation entre la temporalité et le prix. Si demain on s'envole et qu'on va chercher 200 000 $ avant octobre-novembre 2025, je vais pas être en mode ah bah non, moi ici j'ai un graphique qui montre que le top c'est en octobre-novembre 2025, je prends pas mes profits même si on est à 200 000 $. Bien sûr que non, je vais largement prendre mes profits parce que on sera sur des niveaux d'évaluation j'ai pas envie de dire qu'on serait surévalué, mais on serait comme sur des prix très intéressants pour prendre des profits, parce qu'on serait sur un x2 à partir de maintenant, on serait clairement en période de folie, il y a de grandes chances en tout cas. Et inversement, si on arrive en novembre 2025, et au final qu'on est sur un top de marché bien avant et qu'on avait retracé bien avant, je vais pas prendre mes profits. Voilà, c'est d'adapter le prix en fonction de la temporalité. Si par contre, novembre 2025, on est vers les 150 000 $, on commence à avoir des signaux techniques qui nous montrent qu'on est en train de se retourner, bah là on aura une confluence et ça pourrait être intéressant pour prendre ses profits. Donc voilà, pour moi toujours en bull market, on n'a même pas connu d'alcoin season, hein. Il y en a beaucoup qui actuellement on a un bon pump des altcoins, il y en a qui mangent bien, de mon côté je mange très bien également, ça fait plaisir, on a un wallet qui a sur le mois de novembre qui a alors moi je suis en ATH wallet depuis un moment, tout le monde n'est pas en ATH wallet, ça dépend de comment vous êtes rentré lors du précédent cycle, du drawdown que vous avez pris. Moi je suis en ATH wallet depuis un long moment de mon côté, mais là c'est vrai que ce mois de novembre il était plutôt pas mal et je pense pour vous également de votre côté. Maintenant, on n'a pas d'alcoin season. Pour ceux qui ont connu l'alcoin season de 2021, là on n'a pas d'alcoin season. Pour le moment, on a un début, bien entendu, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler d'alcoin season. Et une alcoin season, bah c'est des charts comme on va voir sur même pas sur du Shiba, hein, comme du XRP, sur XLM. Il est où XLM ? Il est là. Mais sur toutes les altcoins, sur toutes les cryptos. Et ce n'est pas le cas actuellement, même si on a des signaux qui sont très intéressants, parce que quand je regarde les clôtures weekly et les clôtures mensuelles de beaucoup d'altcoins, que ça soit Atom, que ça soit sur d'autres cryptos, on a des réintégrations et des patterns de retournement qui sont très intéressantes.
Voilà, maintenant BTC au niveau des plans de la semaine, on est dimanche et comme chaque dimanche on prépare notre semaine, on voit les différents niveaux que je surveillerai pour éventuellement me positionner. Ça va être à peu près les mêmes niveaux qu'on a vu hier. On est venu chercher le tunnel 1 heure assez rapidement et on voit qu'ici, en clôture 4 heures, on passe pas en dessous du niveau des 96 300, 400 $. C'est un très bon niveau de support. On n'arrive pas à repasser en dessous. Donc on voit bien qu'on a une pression acheteuse. On maintient cette dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, des moyennes mobiles qui sont toujours orienté à la hausse. Donc pour le moment, sur l'intraday, je cherche des achats quand j'ai des setups qui s'enclenchent, que ça soit dans le tunnel 15 minutes, dans le tunnel 1 heure, ou également d'un point de vue action du prix sur des niveaux de support, comme on avait ici. Et sinon, sur du moyen terme, ça va dépendre de comment cette semaine évolue. Et dans tous les cas, c'est le but des updates que je vous fais chaque jour, c'est le marché évolue et je peux pas anticiper à l'avance où va être le marché. Et c'est là l'importance d'être constant, de faire une analyse comme je fais chaque jour, de vous partager mes différents scénarios, mes différents points de vue, parce que mes scénarios et mes points de vue évoluent bien entendu en fonction du marché. Donc ça va vraiment dépendre de où est-ce qu'on se trouve. Si par exemple on revient chercher les 92 000 $, ça sera une bonne zone pour se positionner. Maintenant ça dépend également de la manière dont on arrive sur ces 92 000 $. Si on commence à pousser à l'affaiblissement vendeur, qu'on a une pattern de retournement, un break du précédent sommet, c'est beaucoup plus moi c'est le genre de chart que je préfère pour me positionner, plutôt que si on enfonce d'un coup comme ça. Moi je me positionne pas ici sur un couteau qui tombe. Vous voyez la différence? Ça c'est un couteau qui tombe, ok. Là par contre c'est un essoufflement vendeur. On voit bien qu'on a du mal, on break le précédent sommet et on change notre dynamique. Je préfère me positionner là-dessus que sur bam un couteau qui tombe d'un coup. Donc ouais, c'est surtout ici la zone que je vais surveiller si on y revient. Après, dans tous les cas, on arrive proche des 100 000 $. Dites-vous que plus vous vous approchez des 100 000 $, plus le risk-reward n'est pas spécialement intéressant, parce que mon but, même si je pense qu'on cassera ce niveau des 100 000 $, même si c'est pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain, je peux pas l'anticiper à l'avance. C'est compliqué d'avoir vraiment une date précise et de se dire là on va le casser. Et dites-vous que si vous cherchez des TP avant les 100 000 $, ce qui est une bonne chose, parce que comme je dis, c'est un gros mur à passer, on le voit ici dans le carnet d'ordre, pas mal d'ordres qui sont en attente d'être exécutés, c'est que de l'autre côté, vous devez avoir un risk-reward intéressant. Donc éventuellement, si là vous prenez des trades avec une zone d'invalidation, si on passe sous les 96 000 $, ça vous donne un risk-reward de 2 points si on vient chercher les 99 000 $. Vous voyez que d'un point de vue risk-reward, c'est pas le plus intéressant. Alors oui, on peut avoir des risk-rewards beaucoup plus importants si on part du principe qu'on va casser ce niveau-là, mais je préfère toujours avoir des TP qui sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus simples à réaliser, parce que quand on casse des creux, quand on casse des sommets, quand on anticipe comme ça le break de certains niveaux, c'est beaucoup plus compliqué de se positionner. Vous voyez par exemple, c'est comme quelqu'un qui s'est positionné en short en breakant ce creux-là. On va dire que la personne qui cherche un TP sur les 92 000 $, c'est un TP qui est réaliste parce que c'est un niveau de support. Maintenant, si la personne se projette et anticipe des réintégrations de support, des breaks de creux importants, ça nous donne un TP qui est beaucoup plus compliqué à atteindre. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est quand vous tradez, posez-vous la question, est-ce que l'objectif de prix que vous avez, le TP que vous envisagez, est-ce que c'est un TP qui est compliqué ou pas à atteindre? Et après, vous devez également vous poser la question, est-ce que même si on a un TP qui est possible à atteindre, vous avez un risk-reward qui est tout simplement réaliste. Voilà, après sinon là aujourd'hui sur du court terme, on évolue au-dessus du POC, au-dessus de la VWAP, on a une pression qui est acheteuse, on voit qu'on fait des creux, des sommets de plus en plus haut, c'est pas mal, faudrait pas commencer à s'installer, là je parle vraiment sur du court terme, sous les 96 700, 600 $, ça serait pas très joli si on commence à faire quelque chose comme ça. Voyez, on rejette le poke, voilà, ça serait sûrement pour revenir chercher les plus bas de la journée, mais pour le moment, on est plutôt parti pour avoir une continuation, et comme je vous le disais hier, tant qu'on se maintient ce niveau-là, pour moi, j'ai un objectif d'aller chercher ici pas mal de sommets. Déjà, on en a chassé quelques-uns, on en a chassé 2 ici, là, il y a encore pas mal de liquidités à venir chercher. Donc, plutôt un biais bullish sur le marché, que ça soit sur du long terme, sur du moyen terme, et sur du court terme. Maintenant, ça n'empêche pas de bien se positionner et de ne pas faire n'importe quoi. Surtout, méfiance, ceux qui débutent, et ce n'est pas péjoratif le mot débutant, on est tous passés par là. Moi aussi, j'ai été un débutant à un moment. Il y en a beaucoup qui vont se focaliser à 100% sur l'analyse technique. Ils vont prendre un trade parce qu'on est sur un niveau de support, parce qu'ils ont vu une pattern de retournement, une pattern de continuation dans des livres ou sur des vidéos internet, et ils tradent ça. Et par exemple, ils vont avoir un trade qui est gagnant, ça y est, ils vont se sentir pousser des ailes, ils vont se dire parce qu'ils ont un trade gagnant, suite à cette analyse, toutes leurs analyses vont être bonnes, ils vont commencer à augmenter leurs risques qu'ils vont prendre, et ça peut clairement être dangereux, et c'est même dangereux. Et souvent, c'est quand on commence et qu'on
part directement sur de l'analyse technique et qu'on a un raisonnement qui dit ok, si mon analyse est bonne, c'est sûr à 100% que mon trade est gagnant, et en plus que ça se passe sur le marché et le marché vous montre ça, directement vous associez ce raisonnement là, et c'est là où ça peut être dangereux, parce que même si votre analyse est bonne, c'est pas pour ça que votre trade va être bon, et c'est pas parce que vous prenez un bon trade qu'il va être également rentable et qu'il va fonctionner, parce qu'il y a le facteur chance, parce qu'il y a le facteur marché. Méfiance. J'ai vu également des gens qui partageaient leurs résultats, ils partageaient leurs résultats en spot et ils partageaient leurs résultats en futur. Et j'ai vu par exemple des mois de novembre plus 30% en spot et moins 25% en futur, ou des x2 en spot, moins 20% en futur. C'est là où, si vous ne tradez pas, commencez pas à vous dire ouais, je vais faire du futur avec des effets de levier, vous allez juste cramer votre compte, et ça serait dommage de faire de très bonnes performances sur du spot et en futur de tout cramer. Si vous n'avez pas de setup de trading, de stratégie, et si, j'ai envie de dire, c'est comme ça, mais si vous n'êtes pas bon en tant que trader, commencez pas à vouloir avoir un ego surdimensionné, à vous dire moi je veux absolument trader les futurs, et au final tous les gains que vous générez sur vos positions spot, et ben vous les redonnez au marché sur les futurs. Ça c'est important, mettez votre ego de côté, asseyez-vous sur vos mains, laissez patienter les positions que vous avez prises, hein. Soyez tout simplement patient, laissez courir les gains et faites que du spot. Commencez pas à rendre votre argent au marché avec les leviers et tout ça. Je vois, il y a beaucoup de liquidations en ce moment, donc ouais, beaucoup de débutants aussi, mais il n'y a pas que les futurs dans la vie, hein. Et vous pouvez tout simplement patienter. Il y en a qui se disent ah ouais, mais moi ça m'intéresse pas de faire un x5 sur mon spot sur du long terme, j'ai envie de faire un x10, x15 là sur une journée, 2 journées en futur. Les gens qui font ça, ils vont juste se faire liquider et ça n'a aucun intérêt. On a déjà un marché qui a une forte volatilité et surtout la plupart ne savent pas très bien utiliser les effets de levier et ils n'ont pas la bonne approche là-dessus. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Pour ceux qui ne savent pas trop spécialement comment utiliser les effets de levier, j'invite même tout le monde à voir cette vidéo parce que il y en a beaucoup qui pensent savoir comment utiliser les effets de levier, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça s'utilise. Vous allez ici dans la playlist, je vous ai montré, hop, et vous prenez cette vidéo là. 95% des traders ne savent pas utiliser les effets de levier. Et c'est pas un mensonge. La plupart des gens pensent que le levier, ça sert à gagner plus. Si là aujourd'hui tu penses que le levier, ça te sert à gagner plus, eh ben je t'invite à aller visionner tout simplement cette vidéo, tu verras que ce n'est pas du tout le cas. J'ai terminé là-dessus sur le BTC. On va analyser Ethereum. Ethereum au niveau de sa clôture mensuelle, c'est également très bullish. Hop, j'enlève tout ça. C'est également très bullish, pourquoi? Parce qu'on réintègre le niveau des 2900-3000 $, qui était également ici un gros pivot, on repasse au-dessus de ce niveau-là, prochaine target 3900-4000 $, et si on break ce niveau-là, après, il n'y a plus grand-chose, hein. C'est direction l'ATH. On peut déjà mettre des extensions, comme je vous les ai déjà montré. Pour moi, ATH d'Ether, c'est une target minimum entre les 7 et les 10 000 $. Vraiment un minimum, c'est 10 000 $ chiffron psychologique, ça serait un niveau à surveiller, mais déjà c'est du minimum 7-8 000 $ où Ether pourrait rattraper son retard sur le BTC. Après, bien sûr, si on a de l'euphorie, si le marché pousse beaucoup plus loin, on peut aller chercher des targets beaucoup plus élevés. Dans tous les cas, prenez des profits sur la montée. Moi, personnellement, avant les 15 000 $ par exemple, j'aurais pris des profits sur Ether. Je sais pas, il y en a beaucoup qui hold et qui se disent oui, le marché, 20 000, 50 000 $. Dites-vous, dans tous les cas, avec l'euphorie de marché, il y aura toujours des targets plus hautes. Actuellement, on va vous parler de 5 000 $ sur Ether. Quand on sera à 5 000 $, eh ben, on va vous parler de 8 000 $. Puis qu'on sera à 8 000 $, on va vous parler de 10 000 $. Et il y aura toujours des targets plus hautes. Sauf qu'à un moment, le marché va se retourner. Donc, n'écoutez pas spécialement les gens qui vous donnent ces targets-là. Regardez des targets qui sont réalistes en fonction des extensions de Fibo, des chiffrons psychologiques, également de vos objectifs financiers. Si vous avez réalisé une bonne performance, n'hésitez pas à prendre des profits. Et voilà. Tout simplement, pensez à vendre parce que c'est quelque chose qui est dur en crypto de vendre. Il y en a beaucoup qui ont du mal, et moi aussi, des fois, quand on n'a pas de plan, ça m'arrive rarement, mais dans des cas où on n'a pas fait les choses bien, et je ne suis pas parfait, ça m'arrive de ne pas faire les choses bien, même si plus le temps passe et plus, bien sûr, je fais les choses bien, c'est toujours plus compliqué de vendre, et faut pas s'attacher émotionnellement parlant à une crypto. Donc voilà, sinon sur du court moyen terme, Ether reste haussier. On voit bien que comparé à BTC, qui ne fait pas ici un sommet plus haut, Ether lui fait un sommet plus haut. On a toujours des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse. Donc voilà, c'est parfait. Vous voyez, hop, tunnel 15 minutes, qui fait toujours office de support. On a une bonne dynamique qui est haussière. On continue les creux et les sommets de plus en plus haut. Le 15 minutes, le jour où on va le perdre, je ne sais pas quand, mais à un moment, c'est un niveau qui va casser. Et ben, il faudra surveiller le tunnel 1 heure. Vous voyez ici, un 15 minutes qui fait bien office de support, on perd le 15 minutes, la prochaine target, c'est le tunnel 1 heure. Et on a posé un bottom à l'intérieur de ce tunnel 1 heure. Et on est reparti dans une dynamique qui est haussière. 15 minutes qui tient,
Ah, 15 minutes qui ne tient plus, très bien. Prochaine target, 1 heure. On y revient une fois, on y revient 2 fois. Et là, on pourrait faire la même chose. Peut-être qu'on va perdre le 15 minutes, et ben on aura des chances de poser un bottom. Et si le 1 heure ne tient pas, et ben ça sera le 4 heures qu'il faudra surveiller. Donc voilà, c'est des points de repère, c'est des tunnels qui vous permettent d'avoir une matérialisation de la tendance. Pour ceux qui veulent l'ajouter, un indicateur, j'ai rien inventé, hein. Ça, c'est pas moi l'inventeur de cet indicateur. Multi-time frame, Vegas tunnel et pivot, vous ajoutez, bon, attendez, je vais changer de chart comme ça, je vais vous montrer directement. Vous l'ajoutez, vous voyez, il est là, je masque le mien, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est, dans les paramètres, vous enlevez les formes, ici. Hop, c'est les petits points, on n'en a pas besoin. Ensuite, le style, à vous de mettre les couleurs que vous voulez. Moi, ici, j'ai tunnel 3 jours en bleu, tunnel 1 jour en jaune, tunnel 4 heures en rouge, tunnel 1 heure en orange, et tunnel 15 minutes en blanc. Là, vous mettez les couleurs que vous voulez. Et vous changez après, si vous voulez. Là, tout ça, vous ne changez pas. Ça, c'est les moyennes mobiles. Vous laissez comme ça, fermeture, 0, vous ne touchez à rien. Et vous changez éventuellement ici les unités de temps. Alors peut-être vous êtes limité si vous avez un plan gratuit sur TradingView, mais là, vous pouvez changer les périodes de temps. C'est les seules choses qui a changé. C'est ça et le style. Vous pouvez tout simplement modifier les couleurs et les fonds. Ici, arrière-plan des tracés, on a tout simplement les fonds des tunnels. Voilà. Rien d'autre à ajouter de plus sur Ether, comme je dis, on attend tout simplement des pullbacks, des retracements pour se positionner. Au niveau des altcoins, comme d'habitude, je vous avais montré sur quoi je m'étais positionné. Récemment, je vous l'avais dit, je me suis positionné sur USDT, parce que j'avais un signal intéressant là, avec cette pattern de retournement, break d'un beau niveau, et ça pareil, c'est un trade que je vais laisser courir. Après, voilà, on a Jup qui performe bien aujourd'hui. Ça, c'est des positions que je vous avais déjà montrées, mais la dernière position que j'ai prise, c'est W qui performe bien avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là. Et on pourrait ici faire une plus grosse structure. Donc ouais, c'est une charte qui est plutôt pas mal. Alors, au niveau des altcoins les plus fortes, on a ici un Shiba qui performe bien, on a un PEP, on a les mêmes coins qui sortent un peu du lot. On a ICP qui performe bien là dans les altcoins top 20, top 50. Donc pareil, on fait toujours ce travail-là de voir les altcoins qui performent le mieux pour tout simplement être capable de les accompagner dans leur tendance. C'est vraiment important d'identifier les altcoins qui sont fortes pour savoir lorsqu'on a des replis, les altcoins qui ont performé dans le passé et qui ont des chances de performer à nouveau, parce qu'une altcoin forte a plus de chances de rester forte qu'une altcoin faible a oui des chances de se transformer en altcoin forte, mais vaut mieux, c'est pas prédire, mais vaut mieux chercher à continuer à travailler une altcoin forte que de prédire qu'une altcoin faible va passer en forte. Ça, c'est vraiment important. Les altcoins que vous me demandez d'analyser. J'avais Axelar. Axelar, crypto d'un point de vue fonda, très intéressant. Moi, je suis positionné dessus sur Axelar. J'ai juste trouvé une charte. Voilà, parfait. Je suis positionné dessus sur Axelar. J'ai pas les meilleurs prix d'entrée. J'étais rentré ici une fois, une seconde fois ici, et une troisième fois ici, au moment du break. J'ai pas les meilleurs prix d'entrée sur Axelar. Après, j'ai respecté la stratégie que j'avais, mais c'est vrai qu'on a été plus bas. Je m'attendais pas de retourner chercher des prix aussi bas sur Axelar. Mais voilà, je dois avoir une moyenne d'entrée vers les... j'ai beaucoup plus renforcé ici, donc ça moyenne beaucoup plus bas mon prix d'achat. En tout cas, c'est pas mal ce qu'il nous fait ici. On a nos patterns de retournement qui sont ici. Et alors, je devais prendre un trade sur Axelar. Et alors c'est une erreur de ma part, c'est juste que j'ai pas mis d'alerte et le trade m'est passé sous le nez. Pourtant j'avais un bon setup là, un peu comme Wu, comme W que j'ai partagé juste avant. L'idée du setup, c'était de se positionner au niveau du break de la bougie impulsive qui passait cette résistance, une zone d'invalidation sous le creux le plus bas, enfin le creux de cette bougie impulsive, et après viser du 2, 3 pour 1, au moins la liquidité sur ces sommets-là. Et j'ai pas mis d'alerte, c'est une erreur de ma part. Vous voyez, comme je dis, personne n'est parfait, ça arrive de rater des trades. Alors là en plus, il y a raté des trades parce que c'est la nuit, ou voilà, je suis pas devant les écrans pour X raisons, ça arrive, mais là c'est parce que j'avais pas mis une alerte, donc c'est de ma faute, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est toujours, de toute façon, moi je pars toujours du principe, peu importe les résultats que vous avez, peu importe du marché comment il évolue, si vous gagnez vos trades, si vous gagnez de l'argent sur les marchés, c'est grâce à vous. Par contre, si vous le perdez, c'est à cause de vous. C'est pas à cause du marché, c'est pas à cause des market makers, c'est pas à cause de certaines manipulations comme certains parlent. Non, prenez 100% de vos responsabilités, c'est comme ça vous aurez de meilleurs résultats. Mais voilà, c'est dommage, je n'ai pas pris ce trade. Alors oui, je pourrais vous le dire, ah oui, j'ai pris ce trade, nanana, il est en cours, alors que pas du tout. Non, moi je vous partage toujours de manière 100% transparent.
les trades que je prends, les trades que je ne prends pas, les stop loss que je vois, toujours de manière transparente. Je vais pas m'inventer une vie pour faire joli ou pour mieux paraître comme certains pourraient le faire. Donc Axelar, ouais, grosse pattern de retournement, réintégration d'un gros niveau, un tant qu'on se maintient au-dessus des 90 centimes de dollars, c'est extrêmement bullish, et là pour moi on est sur des bottoms long terme, donc on va mettre ici des retracements. En plus Axelar, d'un point de vue fonda, c'est un très bon projet, et surtout on n'a pas une grosse capitalisation. 112 sur CoinMarketCap, vous voyez, 912 millions, on a une FDV à 1,25 milliard, c'est un projet qui peut bien performer pendant un cycle aussi. 0,382, c'est la prochaine target, pour moi on a le potentiel d'aller plus haut, on a notre zone de rechargement de short ici, où techniquement si les vendeurs veulent se manifester et faire un sommet plus bas que le précédent, c'est dans cette zone qu'ils pourront le faire. Après on peut mettre également des extensions de Fibo qui nous donnent 4 $, 5 $. En plus on a en confluence des chiffres ronds psychologiques ici et ici. Donc ouais, c'est des bonnes zones par contre pour prendre des profits à ce niveau-là sur du long terme. Après si on veut aller encore loin, on peut mettre les 218, 318. Ça vous permet d'avoir des paliers de vente. 6,5 $, 8,8 $. 10 $, c'est des chiffres psychologiques. Si on a un gros cycle haussier et accélère qui performe très bien, c'est pas impossible sur une altcoin season d'aller mécher, d'aller chercher des niveaux aussi élevés. Le plus important, c'est que vos ordres soient prêts sur ces niveaux au cas où on y va. Voilà. Mettez pas 100%, ça veut dire vous dites tiens, moi je vends 100% de mes accélères à 10 $. Non, répartissez ça sur plusieurs paliers. Une partie 5 $, une partie 4 $, une partie au moins sécurisation dans la zone de rechargement de short, etc., etc. Alors on m'a demandé Bitcoin Cash. Alors moi pas techniquement, plutôt d'un point de vue, si techniquement c'est des projets que des cryptos je suis pas fan, parce que moi j'ai toujours parti du principe que si une altcoin n'a pas fait de nouvelle ATH en 2021, j'ai du mal à me positionner sur des cryptos comme ça aussi anciennes, parce que déjà toutes les cryptos ne font pas de nouvelle ATH, et on l'a vu en 2021, et ça se trouve Bitcoin Cash ne fera pas un nouvel ATH à nouveau, même pas un nouveau sommet, pas un nouvel ATH, ici un nouveau sommet. Donc c'est pour ça compliqué ici de parler de cryptos intéressantes. Je l'ai souvent répété, mais pour moi les anciennes cryptos qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021, c'est compliqué, dans le sens où on a un marché qui est fait ATH sur ATH. Si je compare un Bitcoin Cash avec ici Total, et même Total 3, peu importe, on voit bien que, je vais mettre ça comme ça, hop, voilà, on voit bien que Total 3, donc l'ensemble de la capitalisation des cryptos, fait un nouvel ATH en 2021, mais Bitcoin Cash n'en fait pas. Donc c'est compliqué, on a beaucoup moins d'intérêt sur ce genre de crypto. Or il y en a peut-être qui vont refaire un nouvel ATH à nouveau, par exemple XRP ou autre, mais moi j'ai du mal là-dessus. Par contre techniquement, c'est intéressant. Je l'avais pris au match, où j'avais mes zones de support qui étaient déjà placées, ouais. Techniquement c'est plutôt pas mal. Passe de bottom, pump, retracement, pattern de continuation, pump, on revient chercher ce niveau de support, à nouveau pattern de retournement, et on pump, et on voit qu'on a ici une charte qui est assez simple à analyser. Vraiment, c'est des ranges, on pump, on refait un range, on repump. Donc pour le moment, la dynamique reste haussière. Maintenant, compliqué de se positionner ici, d'un point de vue retracement, on a quand même déjà bien retracé. Ouais, on s'est arrêté pile sur les 0,382. D'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant de se positionner ici, mais si on doit pousser, on a la zone de rechargement de short qui est intéressante. Si on revient chercher cette zone, bonne zone pour prendre des profits, surtout si vous êtes positionné vers les 130 ou même vers les 200 $. On est déjà ici sur une bonne performance, sur une crypto quand même qui a un market cap assez important. Un Bitcoin Cash, on est sur du combien? On doit être dans le top 30. On est 17, un Bitcoin Cash qui a vraiment une forte capitalisation. Alors que pour moi, c'est des projets, je me positionnerai pas sur ce genre de crypto. Après, ça n'engage que moi là-dessus, c'est ma vision des choses, et vous devez surtout avoir de fortes convictions. C'est pas parce que moi je vous dis que Bitcoin Cash, je ne veux pas me positionner, que vous ne devez pas vous positionner. Et dernière crypto, Duel, je sais pas si on a plus d'historique que ça, je ne veux pas la crypto. On est millième, donc c'est une crypto à très faible market cap. Ouais, je vais avoir que ça comme chart. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même une crypto qui a bien pris cher. Et j'ai dit combien de market cap? 13 millions. 13 millions, on n'a pas toute la supply qui est en circulation. Là, on a une FTV 46 millions, donc à peu près un x3, x4 là sur le x4 sur le market cap. Donc déjà, on a des déblocages de jetons qui sont sûrement à venir. Maintenant, d'un point de vue technique, on semble avoir trouvé ici une zone où il y a de l'intérêt acheteur.
C'est là l'importance de patienter, de ne pas faire de DCA sur ce genre de crypto, hein, parce que là, quand on enfonce comme ça, il n'y a aucun signal d'achat. On patiente. Quand on a une crypto comme ça qui est jeune, très peu de charts, la meilleure chose à faire, c'est de patienter. Patienter. Jusqu'à trouver une zone où on voit qu'on rentre dans un range. Là déjà on peut être dans une phase d'accumulation et c'est beaucoup plus professionnel de se positionner sur une charte qui latéralise comme ça que sur une charte qui est verticale, que ça soit verticale dans ce sens-là ou également dans ce sens-là. Donc plutôt pas mal, maintenant un peu trop tôt pour parler de bottom définitif, même si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là. Je préférerais avoir un pullback et avoir une plus grosse structure. Si on fait quelque chose comme ça, vous voyez, j'aurais plus de conviction d'avoir un bottom au moins en weekly, weekly monthly pour avoir plus de probabilité. Parce que là, on a des premiers signaux qui nous indiquent à penser qu'on peut bottom, mais ça reste un peu tôt encore. Vous voyez, on est pile dans le tunnel daily. Alors que là, si on fait ce genre de retracement, un tunnel daily qui devient plat, on break, on pull back, là on a un signal beaucoup plus puissant. Voilà, c'est ce que je surveillerai, puis après, d'un point de vue retracement, pareil, on met un Fibo, prenant en compte également les déblocages de jetons qui font que on va avoir une différence entre le prix et le market cap. Il y a des cryptos qui sont déjà en ATH sur leur market cap et qui ne sont pas en ATH sur leur prix. C'est parce qu'on a eu l'inflation, on a eu des déblocages de jetons qui ont augmenté le market cap. 0,382 et ensuite notre zone de rechargement de short entre les 2 centimes et entre les 2 et les 0,026 centimes. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez actuellement du marché. Si vous pensez surtout, est-ce que selon vous on peut faire un nouvel ATH avant la fin d'année? Je serais assez curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.